Ils veulent le tuer, l'affaire Jacques-Bertrand Meng. Un homme est suivi dans les rues de Douala. Il s'en aperçoit. Il fait face à son poursuivant. Et là, il découvre une arme à feu. Ce n'est pas le scénario d'un film d'action nigérian. Ce n'est pas une rumeur de quartier. C'est ce qui se passe, selon plusieurs sources concordantes, en ce moment même, au Cameroun. Un homme politique camerounais serait dans le viseur au sens littéral du terme de ceux qui détiennent le pouvoir. Son nom, Jacques-Bertrand Meng. Et les questions qui se posent ce jour sont brutales, dérangeantes, et impossibles à ignorer. Pourquoi voudrait-on éliminer cet homme? Qui aurait donné un tel ordre? Et surtout, est-ce que le Cameroun est en train de revivre le cauchemar Martinez-Zogo? Restez avec nous. Ce que vous allez entendre va vous déranger. Et c'est exactement pour ça qu'il faut l'entendre jusqu'au bout. Partie 1. Contexte et fait. Qui est Jacques-Bertrand Meng? Ton reportage, posé, informatif. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord comprendre qui est l'homme au centre de cette tempête. Jacques-Bertrand Meng n'est pas un inconnu dans le paysage politique camerounais. C'est un homme public, un acteur de la société civile qui n'a pas sa langue dans sa poche. Dans un pays où parler fort peut coûter cher, très cher, il a choisi, lui, de parler quand même. Et ce n'est pas un hasard si c'est lui qui se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend cette affaire particulièrement explosive, c'est le contexte dans lequel elle éclate. Le Cameroun traverse une période de tension politique sourde. Les luttes de pouvoir au sommet de l'État s'intensifient. Et ceux qui osent lever le voile sur ce qui se passe dans les sphères les plus fermées de Yaoundé savent qu'ils prennent un risque immense. Jacques-Bertrand Meng, lui, a pris ce risque. 2 fois. Première fois, il a osé porter plainte. Contre qui? Contre la fille de la première dame, Chantal Biya en personne, suite à des propos jugés scandaleux, des déclarations publiques sur des fantasmes d'une nature qui auraient outragé plus d'un observateur. Porteur plainte contre un membre de la famille présidentielle au Cameroun, c'est comme lancer une pierre dans la ruche et attendre calmement que les abeilles ne réagissent pas. Deuxième fois, il a dénoncé. Publiquement. Avec force. Ce qu'il a appelé lui-même le train de vie, gargantuesque, de la famille présidentielle. Des dépenses fastueuses, des privilèges démesurés, financés, selon lui, par l'argent du contribuable camerounais. Celui qui se lève chaque matin pour survivre. Celui qui n'a pas de carburant pour son taxi. Celui qui cherche un lit d'hôpital pour son enfant malade. Ces 2 actes, à eux seuls, auraient suffi à allumer un incendie. Mais voilà que l'incendie, selon nos sources, est en train de prendre une tournure beaucoup plus sinistre. Partie 2. Le conflit, la machine à broyer s'est mise en marche. Imaginez. Vous marchez dans une rue de Douala. Vous sentez que quelqu'un vous suit. Vous faites demi-tour. Vous confrontez l'individu. Et là, vous réalisez qu'il est armé. C'est exactement ce qu'aurait vécu Jacques-Bertrand Meng, selon les informations qui circulent et qui sont relayées par plusieurs sources, dont le journaliste Paul Chouta. Mais ce n'est pas tout. Selon ces mêmes sources, ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un hasard de rue. Il s'agirait d'une opération planifiée, coordonnée, au plus haut niveau. Une décision qui aurait été prise au cours de plusieurs réunions tenues à Yaoundé. Des agents auraient été dépêchés spécialement depuis la capitale vers Douala, avec pour mission, l'élimination physique de cet homme. Les noms qui reviennent dans ces accusations sont lourds. Très lourds. Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République, l'un des hommes les plus puissants du régime. Et les structures citées ne sont pas n'importe lesquelles, la DGRE, Direction Générale de la Recherche Extérieure, la SEMIL, et la Gendarmerie Nationale. Ces accusations, rappelons-le, sont présentées comme émanant de sources concordantes. Elles n'ont pas été confirmées officiellement. Aucune de ces personnalités n'a réagi publiquement à ce stade. Et dans un état de droit digne de ce nom, toute personne est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Mais voilà le problème. Le vrai problème. Au Cameroun, certaines choses ne se démentent pas. Elles se font. Et c'est précisément ce silence qui inquiète. Parce que lorsqu'une alerte de cette nature est lancée, lorsqu'un homme dit publiquement « on veut me tuer », j'ai confronté l'un de mes suiveurs, il avait une arme, la réponse normale d'un État, c'est d'ouvrir une enquête. C'est de protéger le citoyen. C'est de démentir avec éclat et de saisir la justice.
Est-ce qu'on a vu ça? Est-ce qu'on a entendu ça? Parce que ce qui est décrit, si tant est que cela soit avéré, ce n'est pas une bavure. Ce n'est pas un malentendu. C'est un plan. Un plan d'enlèvement. Un plan d'assassinat. Et ce plan aurait basculé sur un plan B lorsque la discrétion a échoué. Quand Jacques-Bertrand Meng a confronté son suiveur et déjoué la surveillance, les agents de l'ombre auraient, selon ses sources, activé une option encore plus directe, l'enlèvement pur et simple. Pensez-y. Un Camerounais, sur le sol camerounais, traqué comme un gibier. Et pendant ce temps, la ville vaque à ses occupations. Partie 3, Révélation et décryptage, l'ombre de Martinez Zogo. Il y a un nom que personne au Cameroun ne peut prononcer sans que quelque chose se serre dans la poitrine. Martinez Zogo. Journaliste. Directeur de la radio Amplitude FM. Enlevé en janvier 2023. Retrouvé mort, le corps portant des traces de torture d'une barbarie inimaginable. Une affaire qui a secoué le Cameroun jusqu'à ses fondations. Une affaire dont les ramifications ont atteint, selon les enquêtes et les procédures judiciaires qui ont suivi, les plus hautes sphères du pouvoir économique et politique camerounais. Cette affaire n'est pas terminée. Elle n'est pas cicatrisée. Elle continue de suinter. Et aujourd'hui, ceux qui suivent l'affaire Meng disent la même chose, mot pour mot, le mode opératoire est identique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? La surveillance d'abord. Martinez Zogo avait été suivi avant d'être enlevé. Des sources proches de l'enquête ont évoqué des filatures, une traque méthodique. On retrouve exactement le même schéma dans ce qui est décrit autour de Jacques-Bertrand Meng. La coordination ensuite. L'affaire Zogo a révélé un niveau de coordination entre différentes structures de l'État et des acteurs privés qui avaient stupéfié l'opinion. Dans les accusations qui circulent concernant Meng, on retrouve cette même architecture multi-institutionnelle. Et enfin, la raison, faire taire quelqu'un qui parle trop. Martinez Zogo dénonçait des détournements, des réseaux, des complicités. Jacques-Bertrand Meng dénonce le train de vie de la famille présidentielle et ose attaquer en justice une proche du pouvoir. Dans les deux cas, le crime est le même, avoir parlé. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans les deux raisons avancées pour expliquer la colère du palais contre Meng. La première, la plainte contre la fille de la première dame, dit quelque chose de terrible sur la nature du pouvoir au Cameroun. Elle dit que dans ce pays, selon la logique qui prévaudrait au sommet, certaines familles sont au-dessus de la loi. Que la justice serait un instrument à géométrie variable. Que porter plainte contre certaines personnes, c'est signer son arrêt de mort. La deuxième raison, la dénonciation du train de vie présidentiel, touche à quelque chose d'encore plus fondamental, la gestion des ressources publiques. L'argent du peuple. Les hôpitaux sans médicaments. Les routes en lambeaux. Les enseignants qui courent après leur salaire. Et en face de tout ça, ce que Jacques-Bertrand Meng décrit comme un train de vie gargantuesque. Ce mot gargantuesque n'est pas anodin. Il renvoie à Gargantua, ce géant de la littérature française qui dévore tout, qui engloutit tout, qui ne laisse rien aux autres. C'est l'image qu'il choisit pour décrire la famille présidentielle. Et visiblement, cette image a fait très mal. Suffisamment mal, selon ses accusations, pour qu'on décide que cet homme ne devait plus parler. Plus du tout. Partie 4, analyse satirique, bienvenue au Cameroun, Land of Opportunities. Permettez-moi de vous faire une confidence. Au Cameroun, il y a un proverbe non officiel que tout le monde connaît mais que personne ne dit à voix haute, le lion ne rend pas de compte à la gazelle. C'est dans cet esprit, semble-t-il, que certains dirigeants ont longtemps gouverné ce beau pays béni des dieux et maudit par ses hommes. Parce que comprenez bien la logique qui se dessine dans ce que nous vous avons décrit. Un homme porte plainte, par les voies légales, devant la justice, contre une personne proche du pouvoir. Il dénonce publiquement ce qu'il considère comme une gabegie financière. Ce sont là deux actes parfaitement légaux. Deux actes qui, dans n'importe quelle démocratie qui se respecte, seraient non seulement tolérés, mais encouragés. Mais au Cameroun, selon ce que ces sources révèlent, cela suffirait à déclencher une réponse d'État. Une réponse armée. Une réponse mortelle. Et voilà où on en arrive. Vous voyez, il y a quelque chose de profondément absurde et profondément triste en même temps dans la situation qui est décrite. Parce que si ces accusations sont fondées, voilà ce que cela nous dit de l'état réel du pouvoir au Cameroun. Premièrement, le pouvoir a peur. Un pouvoir sûr de lui, légitime,
ancré dans la confiance populaire, ne tremble pas devant un homme qui porte plainte ou qui dénonce. Il répond. Il explique. Il se défend par les mots et les preuves. Un pouvoir qui, selon ses allégations, enverrait des hommes armés pour faire taire une voix, c'est un pouvoir qui sait que cette voix dit la vérité. Car on n'envoie pas des agents éliminer un menteur. On le laisse mentir, et le mensonge s'effondre de lui-même. On envoie des agents éliminer quelqu'un qui dit ce qu'on ne veut pas qu'on entende. Deuxièmement, nous serions en face d'un État dans l'État. Ou plutôt, d'un État au service d'intérêts privés. Parce que les structures citées dans ces accusations, la DGRE, la SEMIL, la gendarmerie, sont des institutions publiques. Financées par les impôts des Camerounais. Censées protéger les citoyens. Les voilà, selon ces sources, mobilisés pour éliminer un citoyen qui a eu l'audace d'exercer ses droits fondamentaux. C'est le contribuable camerounais qui paierait, en quelque sorte, pour son propre bâillonnement. Le summum du génie administratif. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce qu'il y a une dimension de cette affaire qui mérite qu'on s'y attarde longuement. La question du genre et de l'impunité. Jacques Bertrand Meng a porté plainte contre la fille de la première dame. Quel que soit le contenu des propos qui ont motivé cette plainte, le principe est simple, en droit camerounais comme dans tout système juridique moderne, chaque citoyen a le droit d'ester en justice contre n'importe qui. Peu importe le rang social. Peu importe la famille. Peu importe le nom. Sauf que dans la pratique, et c'est là où la satire rejoint la tragédie, certains noms semblent être au-dessus de la loi. Certains noms ne peuvent pas être convoqués devant un tribunal sans que cela déclenche des mécanismes de représailles. Ce n'est pas un état de droit. C'est un état de nom. Et quand un simple citoyen ose égratigner l'un de ces noms sacrés, il découvre à ses dépens que la loi au Cameroun a deux vitesses, une vitesse pour vous, et une vitesse pour eux. Parlons maintenant du train de vie présidentiel, ce deuxième crime de Meng. Ce sujet est délicat. Et pourtant, dans toute démocratie qui fonctionne, la transparence des finances publiques est un droit fondamental du citoyen. Les élus et les dirigeants doivent rendre des comptes. Ce n'est pas une attaque. C'est un mécanisme de régulation démocratique. Or, au Cameroun, interroger publiquement la gestion des ressources de l'État, y compris ce qui touche à la famille présidentielle, est souvent vécu comme une agression. Comme une lèse-majesté. Comme un crime de sang. Et c'est là que le bâtiment blesse. Parce que pendant que certains dénoncent le train de vie, gargantuesque, du sommet, des millions de Camerounais vivent dans une réalité très différente. Les délestages à répétition. Les pénuries d'eau. L'inflation qui ronge les ménages. Les jeunes diplômés qui galèrent. Les femmes qui accouchent dans des conditions indignes. Les vieux qui meurent faute de médicaments basiques. Ce contraste, si tant est qu'il soit aussi criant que le décrit Meng, est au cœur de ce qui nourrit la grogne populaire au Cameroun depuis des années. Et ceux qui osent le mettre en lumière publiquement savent qu'ils jouent avec le feu. Jacques Bertrand Meng le savait. Il a parlé quand même. Et aujourd'hui, selon ses sources, il paie le prix de cette parole. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans la temporalité de cette affaire. Ces menaces présumées interviennent à un moment particulier du paysage politique camerounais. Un moment où les luttes de succession se précisent. Un moment où les équilibres fragiles au sommet de l'État sont plus fragiles encore. Un moment où chaque voix discordante est perçue non pas comme une opinion à contredire, mais comme une menace à neutraliser. C'est dans ce contexte qu'il faut lire cette affaire. Pas comme un incident isolé. Mais comme le symptôme d'un système qui se referme sur lui-même. Un système qui mange ses propres citoyens. Doucement. Méthodiquement. Dans le silence. Et c'est précisément ce silence qui est le plus dangereux. Parce que l'assassinat de Martinez Zogo aurait dû être le dernier. Aurait dû servir de leçon. Aurait dû déclencher une rupture irréversible avec les pratiques de terreur et d'intimidation. Mais si ce que ces sources rapportent est vrai, rien n'a changé. Rien. Du tout. La machine tourne encore. Les réunions se tiennent encore. Les agents sont encore dépêchés. Les armes sont encore chargées. Et pendant ce temps, le Cameroun continue de se présenter aux sommets internationaux avec son plus beau costume et son plus beau sourire, en parlant de démocratie, de développement, de l'émergence à l'horizon 2035.
L'émergence à l'horizon 2035. Pendant que des citoyens sont traqués dans les rues de Douala en 2024. Voilà le Cameroun qu'on ne montre pas dans les brochures officielles. Voilà le Cameroun qu'on ne voit pas dans les discours du 20 mai. Voilà le Cameroun réel, celui qui vit entre la peur et la résignation, celui qui se lève chaque matin en sachant que parler fort peut être mortel. Conclusion, ce que nous devons retenir. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On retient d'abord une alerte grave. Des accusations sérieuses, portées par des sources concordantes, faisant état d'une menace physique réelle contre un citoyen camerounais. Ces accusations n'ont pas encore été confirmées officiellement. Mais elles n'ont pas non plus été démenties. Et dans ce vide, c'est l'inquiétude qui s'installe. On retient ensuite le spectre de Martinez Zogo. Ce nom qui revient comme un avertissement, comme un rappel brutal que dans ce pays, certaines choses sont possibles. Des choses terribles. Et que personne n'est à l'abri lorsque la machine se met en marche. On retient aussi la nature des actes reprochés à Jacques Bertrand Meng. Pas des crimes. Pas de la violence. Pas des mensonges. Une plainte en justice. Une prise de parole publique. C'est tout. Et si ces actes suffisent à provoquer ce qui est décrit, alors c'est toute la notion d'état de droit qui est en jeu au Cameroun. Mais surtout, on retient une question. Une question simple. Brutale. Fondamentale. En 2024, au Cameroun, a-t-on encore le droit de parler? A-t-on encore le droit de porter plainte? De dénoncer? D'interroger la gestion des deniers publics? D'exercer les droits les plus élémentaires que la Constitution garantit sur le papier? Ou est-ce que ces droits ne s'appliquent qu'à ceux qui ne dérangent pas ceux qui détiennent le pouvoir? Vous, qui regardez cette vidéo en ce moment. Vous qui êtes au Cameroun, en diaspora, en Afrique, partout dans le monde. La réponse à cette question ne dépend pas seulement des dirigeants. Elle dépend aussi de vous. Parce que le silence est une forme de complicité. Et l'indifférence est une forme de permission. Si cette affaire vous préoccupe, partagez. Parlez-en. Maintenez la lumière allumée. Parce que dans l'obscurité, les machines à broyer fonctionnent sans témoin. Jacques Bertrand Meng est encore en vie. Et tant qu'il l'est, il reste la possibilité que justice soit faite. Que des comptes soient rendus. Que ce pays prouve qu'il peut être autre chose que ce que ces accusations décrivent. Mais cela ne se fera pas dans le silence. Alors dites-nous en commentaire, selon vous, est-ce que le Cameroun a les moyens institutionnels d'empêcher une nouvelle tragédie comme celle de Martinez Zogo? Ou est-ce que le système est trop profondément verrouillé? On veut lire vos réponses. On veut votre voix. Parce que c'est aussi ça, résister.